Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la Fanzone, l'OM Fanzone avec l'émission du lundi qui s'appelle Le Jour d'après. Vous le savez, 1 heure où nous avons 2 sujets, nous allons en débattre avec vous. Vous pourrez également communiquer sur le chat et surtout nous donner votre avis. Alors il y a 2 sujets brûlants que nous allons évoquer ce soir. Dans quelques instants, je vous les présente, mais avant ça, je vais vous présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui sur la Fanzone pour ce jour d'après. Tout d'abord, celui qui a son excellente émission, la Fanzone Arena, tous les jeudis et qui a assuré de main de maître l'avant et l'après-match du match de Monaco, Mr. John is in the place. Bonsoir John, comment? How are you? Fine? Jean-Max Ouba, je me croirais dans un match de boxe là, ça y est, je suis chaud. Ça va, tu vas bien? Ça, Oui, ça va très bien, c'est la déformation professionnelle bien évidemment qui fait ça. Quelqu'un qui nous vient de la page Cœur et Blanc, c'est notre ami Greg. J'ai pas écorché le nom, c'est bien Cœur et Blanc, c'est ça? Impeccable Jean-Max. Blanc et bleu, non? C'est plus... Bon, blanc et bleu, voilà donc. Bon, enfin, c'est les mêmes couleurs, sauf que c'est inversé, mais bon, voilà. Greg qui est avec nous, merci à toi Greg pour débattre des 2 sujets. Et on va vous proposer les 2 sujets de ce soir que vous allez entendre donc sur notre fanzone. Le premier sujet, évidemment... ça commence à faire, puisqu'il s'est énervé, évidemment. L'autre soir, c'est Pablo Longoria. Premier sujet, la VAR. Écoutez bien, avec l'OM, c'est quoi le problème ? Plusieurs exemples, plusieurs photos où la VAR n'est pas revenue lors de situations, on va dire, houleuses et très limites, même plus que limite, sur l'Olympique de Marseille, alors que d'autres clubs, on y revient instantanément. Pourquoi, comment, vos avis sur le chat et également vos avis à vous, John et Greg. On en parle dans quelques instants. Le deuxième sujet, bien entendu, de cette fanzone et de ce jour d'après, ce sera celui-ci. En rapport à la première partie de saison, l'évolution tactique d'Igor Tudor. On disait qu'il n'avait pas de plan B en rapport à la première partie de saison. Que s'est-il passé? Est-ce que lui aussi, avec les joueurs, Igor Tudor a progressé? On a vu son changement avec la sortie de Matteo Guendouzi et nous aurons également sa réaction traduite, évidemment. C'était en conférence de presse juste après la rencontre face à Monaco. Voilà donc les 2 sujets avec des photos. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Le premier sujet, on va vous le réafficher, évidemment, concernant la VAR avec l'OM. C'est quoi le problème? Alors, avant de planter le décor, on va remettre, bien sûr, en mémoire les images de ce qui s'est passé samedi. Tout d'abord, la colère. Pourtant, on n'avait pas vu jusque-là Pablo Longoria. Il y avait eu pas mal d'erreurs d'arbitrage jusque-là, mais pour l'instant, le président olympien, lui, restait dans la bonne forme, pensait au jeu, était royal. Il avait peut-être une raison. À l'époque où il ne disait rien, il n'avait pas encore sa place à la LFP. Il ne siégeait pas, maintenant il siège. Et on l'a vu très en colère dans les couloirs du stade Vélodrome samedi soir. Ses mots étaient simples. C'est la VAR en France la plus nulle d'Europe. Il n'a pas mâché ses mots. Pourquoi? Des exemples. Alors regardez ce qui s'est passé samedi. C'est au moment où Kolasinac vient de tirer, le pied du défenseur monégasque qui vient carrément s'écraser sur le pied de Kolasinac. Vous l'avez en gros plan, vous le voyez, je pense que vous l'avez tous vu avec les images. Alors, les commentateurs ont dit qu'il avait été checké, mais comment se fait-il que l'arbitre central n'ait pas été prévenu? Pourquoi? La question se la pose. Mais attention, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, cette saison, Olympique de Marseille, Lyon, victoire des Marseillais. On a gagné 1-0. Regardez, action, tacle par derrière sur Alexis Sanchez. Pas la VAR, rien du tout, aucun check, on ne revient pas de pénalty sifflé. Pourquoi? C'est pas de la parano, là ce sont des exemples, il y a des images, vous les voyez. Autre exemple, souvenez-vous, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille au Parc des Princes, tir d'Alexis Sanchez et on la voit en gros plan, main flagrante de Mukiele qui dévie le ballon alors que la tire était croisée. Là aussi, aucun check de la part de la VAR pour alerter Clément Turpin qui était l'arbitre central. Et enfin le dernier, on est remonté à 2020, c'était en 2020, souvenez-vous, l'OM va gagner au Parc des Princes 1-0
il reste un quart d'heure de jeu, il y a un but de Benedetto qui est refusé. Vous avez Benedetto c'est pas le joueur excentré, hein, c'est le joueur qui est, je sais pas si vous voyez la flèche vous voyez la flèche bien sûr de mon ordinateur, il est ici. Il est couvert par un pied, vous voyez la ligne, il est couvert par un pied parisien. Il tire, il marque. Là aussi, on refuse le but pour hors-jeu. On ne check pas et on ne revient pas à la VAR. Il aurait dû y avoir 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et même le patron des arbitres, à l'époque, M. Gariban, avait dit qu'il y avait une erreur et que le but de Benedetto aurait dû être validé. Alors, messieurs, je vais commencer par par John. John, ton avis, que se passe-t-il actuellement ? Est-ce que les arbitres... Alors on va pas être quand même dans la théorie du complot. Est-ce que les arbitres en veulent à l'Olympique de Marseille ? Mais comment se fait-il que chaque fois ce ne soit pas signalé ? C'est quand même exceptionnel ce qui se passe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais tout à fait, non, c'est exceptionnel et surtout, voilà, au final, ça nous oblige à être suspicieux, à limite, comme tu disais, à avoir une sorte de théorie du complot, quoi, parce que c'est récurrent, c'est tous les ans, c'est pas tous les matchs encore heureux, mais c'est systématique que la VAR ne siffle jamais en notre faveur, du moins très très rarement, et en général, elle siffle, elle siffle en notre défaveur. Enfin, je dis elle siffle, mais en gros, elle n'est pas checkée, quoi. Et c'est absolument lamentable et ça devient vraiment, ça devient une honte. Voilà, il faut différencier aussi l'arbitrage des arbitres sur le terrain et l'arbitrage pour dans le bus qui s'occupent de la VAR. Voilà, dans le bus. Faut différencier tout ça. C'est vrai que pour le match de samedi, honnêtement, l'arbitrage a été plutôt bon. Enfin, je sais pas, coupe-moi si pour toi je dis une bêtise, ou même Greg ou Mathieu. Oui, non, mais vous n'êtes pas d'accord. Mais l'arbitrage était plutôt bon. Pour remettre ça, on remet pas ça en question. À contrario, la VAR, dès qu'il y a eu besoin sur un fait de jeu de faire appel à la VAR n'a pas bronché, n'a pas bougé. Quand on va en laisser la parole à Greg dans quelques instants. Je salue Mathieu, ça faisait longtemps Mathieu. Comment il va Mathieu ? Salut les gars, bonsoir à tous. T'es en grande forme, tout va bien ? Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir. Tu vas toujours à la Jonquera ou ça y est, tu t'es calmé ? Non, je plaisante. Tout va bien. J'étais au match samedi. J'étais au match samedi. Très bien. Ok, très bien. Ok. Ouais. On salue notre ami de la fanzone, Steve Soso. Comment tu vas, Steve ? Ouais, salut, ça va ou quoi, les gars ? Ça va très bien. On va avoir besoin de toi, Steve, ce soir pour ton œil tactique dans la deuxième partie en ce qui concerne Igor Tudor. Mais on va vous demander vos avis. Greg, ton avis par rapport à tout ce qui a été dit, ce qu'a dit John, les exemples qu'on a montrés. Toi, alors moi, je veux pas croire qu'il y ait une théorie du complot. C'est pas possible, c'est quand même, mais ça commence à se voir là. Il y a quand même des exemples qui reviennent. C'est assez redondant. Je sais pas ce que t'en penses. Écoute, faut pas parler de la théorie du complot, donc on va pas en parler pour le coup. Moi, je finis par. Tu peux en parler si tu le penses. Ça, tu es libre de penser ce que tu veux. Clairement, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. D'où tu vas pas checker. Déjà, tu vas checker au minimum. L'arbitre, il prend sa responsabilité. Il prend au moins le temps d'aller la checker. Là, tu vas même pas voir. Donc, quelque part, tu penses qu'il y a réellement une théorie du complot. Alors, est-ce que c'est maintenant, effectivement, comme vous le disiez, l'arbitrage camion qui ne signale pas qu'il y a vraiment une faute récurrente d'arbitrage? Là, c'est un autre problème. Mais en attendant, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que moi, ce que je vois, c'est au niveau comptable. Aujourd'hui, tu as 2 points de plus. Tu n'es plus qu'à 3 points du PSG. Tu es devant Lens. Et tu as écarté Monaco. Ah, et puis là, regarde l'image que je te montre là, au Parc des Princes. Là, c'est un Mukiele. Non, mais là, c'est quand même extraordinaire. Là, c'est quand même extraordinaire. Parce que là, c'est dans le bus. C'est là que ça se passe. Ça se passe. C'est parce qu'au départ, l'arbitre central, lui, il siffle dans l'instant T. Vous avez tous arbitré un match. Si vous êtes dirigeant dans un club de foot, vous savez ce que c'est. Ça va très très vite. Et vous savez que ça va même vite, des fois, c'est difficile à prendre dans le monde amateur, mais imaginez un petit peu au niveau professionnel à la vitesse où ça va. C'est pour ça que je voulais pas remettre la faute à l'arbitre central. Non, mais on est d'accord, John, mais il faut bien expliquer à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Ce qui se passe, c'est simple. C'est que l'arbitre central, lui, il juge. Mais la VAR est justement faite pour rectifier s'il n'a pas vu et s'il s'est trompé. Là, en l'occurrence, samedi, sur cette action, on y a dit, ok, c'est checké, il n'y a pas de problème. Expliquez-moi pourquoi. Là,
Clément Turpin. Alors, il paraît-il que Clément Turpin, lui, faut pas le déranger pour rien. Mais enfin, quand même, là, excusez-moi, c'est pas rien. Parce que là, tu parlais de Greg d'un point de vue comptable. Là, c'est peut-être 2 points que tu perds contre Monaco. Au Parc des Princes, tu peux revenir avec 1 point. Ça fait 3 points en moins, quand même. Et bon, après, contre Lyon, le match est gagné, donc il n'y a pas de problème. On va dire que... Mais il y a quand même... Regardez quand même ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Regardez Alexis Sanchez. Il se fait prendre par derrière complètement. Il n'y a même pas retour de la VAR. Il n'y a même pas un pénalty qui est sifflé. Là, enfin, moi, je veux bien. Excusez-moi si je hausse le ton. Mais avouez, les amis, qu'il y a de quoi. Là, c'est quand même... Attends, quoi de se poser des questions? Je vais donner la parole tout de suite à Mathieu et Steve, mais Allez, je comprends tout à fait ton énervement, Maxou. Hein. C'est vrai que, exactement. C'est vrai que, au final, moi, je m'énerve pas parce que finalement, je suis habitué. Et c'est ça qui est pas normal, en fait. Je suis habitué à voir ça. Et c'est une honte, c'est scandaleux. Je vais tout de suite laisser la parole, hein, Mathieu. De toute façon, j'ai remarqué depuis qu'il y a la VAR qui est sortie, normalement, ça devait réparer les fautes d'arbitrage, mais c'est encore pire. Je trouve que c'est encore pire depuis qu'il y a la vidéo. En fait, ils s'en servent quand ça les arrange, en fait. Quand ça les arrange, ils s'en servent. Quand ça les arrange pas, ils s'en servent pas. Et à chaque fois, ça tombe sur nous. Chaque fois, ça tombe sur nous et ça commence à bien faire. C'est comme vous dites. Normalement, tu as 2 points de plus contre Monaco et peut-être un point à Paris. Et ça, tu fais le calcul, tu n'es plus qu'à 1 ou 2 points de Paris. On a un fanzoneur comme nous, comme John et moi et comme Steve, c'est Auré. Il est toujours à l'oré, à l'affût. Il va bien, Auré, ça va bien mon poteau, tu vas bien? Bonsoir les amis, ça va très bien, très bonne, très heureux d'être avec vous ce soir. On va te donner la parole, mais il y avait Kevin qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Comment ça va Kevin? Bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir à tous, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, Kevin. On sait que tu es au travail. Merci de monter. Merci d'être là. Ensuite, on demandera la parole à Steve et à Auré. Kevin, par rapport, on a fait ce sujet parce que on trouve que c'est un petit peu redondant ce qui est en train de se passer actuellement à l'Olympique de Marseille avec toutes ces, c'est des erreurs d'arbitrage. Oui, l'arbitre, c'est humain. Il peut y avoir des erreurs. Mais quand on a un outil comme la VAR et qu'on ne revient pas, il y a même hier soir. Daniel Riolo qui dans l'afterfoot a dit pour moi je me suis trompé, je pensais que la seule équipe qui pouvait gagner ce week-end c'était Marseille, mais visiblement il a dit la VAR ne fonctionnait pas au stade Vélodrome. Voilà, même Riolo a dit ça hier soir. Kevin, toi comment tu vois ça? Est-ce que c'est de la parano? Est-ce que c'est une théorie du complot? Ou est-ce que c'est le hasard? Mais enfin un hasard qui revient souvent quand même. Quand tu deviens un supporter marseillais, tu deviens parano, c'est pas nouveau. Après, je sais très bien que nous, Marseillais, on a été habitués depuis quelques années à être un petit peu oubliés, entre guillemets, par l'arbitrage assez souvent. C'est pas la première fois que ça arrive, ce sera pas la dernière fois, ça on le sait très bien. Cette erreur-là, bon, elle est incroyable, puisque je pense que tout le monde l'a très bien vu. Moi, au départ, j'ai le sentiment que le règlement disait que si le ballon était parti, l'action était terminée. Que le joueur prenne un carton pour son geste, oui, penalty, je ne l'aurais peut-être pas sifflé. Avec du recul et en revoyant les images, en écoutant un petit peu les réseaux sociaux, mais surtout les radios comme RMC et dont Daniel Riolo hier soir, qui stipulait bien sûr qu'il n'y avait pas de règlement là-dessus et il aurait dû y avoir penalty. Après, ce n'est pas la première fois que la VAR se trompe pour Marseille ou pour un autre club. De là en faire une généralité, c'est sûr que malheureusement, ça nous coûte 2 points. Mais c'est comme ça. C'est pas la première fois que la VAR fait ce genre d'erreur et c'est pas que pour Marseille ou contre Marseille. Donc il faut pas se faire non plus une généralité là-dessus. Ouais, mais si l'arbitre central considère qu'il n'y a pas penalty, la VAR n'a pas le droit d'intervenir. C'est ça le problème. La VAR est là pour rectifier ses erreurs et la VAR peut dire à l'arbitre qu'il y a une erreur manifeste, faute manifeste, mais l'arbitre s'il considère au micro et dit à la VAR, c'est pour ça justement qu'il est possible que les arbitres aient des micros très bientôt sur eux pour qu'on puisse écouter ce qui se raconte et peut-être qu'on aura des précisions. Mais si l'arbitre central décide que pour lui il n'y a pas penalty, la VAR ne peut pas intervenir. Faut quand même le dire. La VAR est là pour aider l'arbitre, il n'est pas pour le sanctionner ou pour le corriger. Donc il va l'accompagner et si l'arbitre considère que pour lui dans sa tête il n'y a pas penalty, la VAR malheureusement ne pourra pas prendre la décision à la place de l'arbitre. Alors, je me permets juste d'un... Vas-y, interviens, Steve. Vas-y, on t'a pas entendu. Vas-y, Steve. Steve,
Ouais, un petit problème avec ton micro. Steve, il est souvent comme, vous savez, José Garcia dans La Vérité chez le Monde 2. Il est sous le tunnel, là, avec le téléphone, là, voilà. Vas-y, Steve. Je disais, donc, dans les propos que tu disais, Kevin, donc pour toi, en fait, il n'y avait pas faute. C'était pas une erreur manifeste. Parce que tu dis qu'elle intervient que s'il y a une erreur manifeste. Non, pour toi, il n'y a pas d'erreur manifeste. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Vraiment de ce point de vue-là. Hein. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, en fait, en regardant le match, dans l'émotion de ce match qui était assez impressionnant, il faut quand même parler du football, c'était un très bon match de football, un très bon match de Ligue 1, l'action se passe, et en fait, moi, dans le ralenti, le premier ralenti que je vois le ballon partir bien avant. Donc je me dis, si je dois sanctionner, je sanctionne le joueur pour la faute, mais penalty, non, parce que le ballon est déjà parti. Pour moi, en tout cas, dans mon esprit à moi, avec du recul, c'est sûr, quand on revoit les images, quand on écoute tout ce qui se raconte, parce que moi, je pensais qu'il y avait un règlement par rapport à ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de règlement. Et que la VAR aurait dû peut-être intervenir. Mais le vrai règlement, stipule que si l'arbitre prend une décision, il la prend. C'est pour lui. Il sera sanctionné quand il sera corrigé en semaine prochaine, dans la semaine, puisque toutes les semaines, les arbitres passent comme ils ont un classement avec les premiers, deuxième, troisième et les relégables. C'est pour ça qu'ils font la bascule chaque année avec des arbitres de Ligue 2 qui montent en Ligue 1 et inversement, parce que chaque semaine, ils sont notés par le responsable des arbitres. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont une commission eux également. Il y aura peut-être une erreur là-dessus et lui perdra des points. Mais sur le match en soi, la VAR ne peut pas intervenir à la place de l'arbitre. C'est ça qu'il faut se dire. Donc la VAR, peut-être qu'il lui a dit, la VAR au micro, à l'oreillette, il y a quelque chose. Et lui a dit, non, pour moi, il n'y a rien. Donc le match continue. Point barre, à faire classer. Et c'est malheureux, mais c'est un petit peu la réalité. C'est que la VAR n'est pas là pour sanctionner l'arbitre ou lui dire quoi faire. Il est là pour le conseiller. Donc, pour moi, l'erreur manifeste, c'est l'arbitre qui l'a fait. Moi, je me suis fait la même réflexion, en fait, les amis. C'est que je me suis dit, en fait, moi, c'est pas le problème des erreurs d'arbitrage, ou comme l'a exprimé notre ami Kevin, mais moi, ce qui me dérange, en fait, dans ce phénomène-là, pourquoi nous, on enrage, en fait, supporters marseillais, c'est que malheureusement pour nous, ou à contrario, ces erreurs-là, bizarrement, elles arrivent souvent dans des matchs, on va pas dire très importants, mais on l'a noté tout à l'heure, Paris Saint-Germain, Monaco, des concurrents directs. Donc c'est ce qui augmente un petit peu vous voyez ce que je veux dire, notre énervement vis-à-vis de ces décisions-là, c'est que souvent ça se produit lors de gros matchs. On sait très bien qu'il y a des arbitres qui sont sélectionnés pour ce type de match qui ne sont pas à gérer comme sans faire d'injure à d'autres clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. On met pas les mêmes arbitres sur des rencontres clés. Vous le savez, il y a un classement qui est établi et en fonction du classement des arbitres, les rencontres sont arbitrées justement par soi-disant les meilleurs arbitres de la semaine dernière, de la veille, de la semaine, etc. Et moi, ce qui me gêne, voilà, c'est plutôt ça en fait qui me dérange, c'est que souvent, malheureusement, il y a des erreurs d'arbitrage. Bon, celle de Kolasinac, je rejoins ce qu'a dit Kevin. C'est vrai qu'à vitesse réelle, c'est pas forcément flagrant. Au ralenti avec la VAR, je trouve ça quand même scandaleux. D'ailleurs, pour précision, c'est que dans le stade, il n'y a pas eu de sifflement anti-arbitre. C'est-à-dire que le stade n'a pas réagi sur le coup. Oui, parce qu'à vitesse réelle, c'est vrai que c'est pas flagrant, faut être honnête. À vitesse réelle, ça va vite. En plus, on voit Kolasinac qui arrive à se mettre sur son pied pour frapper, donc là, il arrive à frapper quand même. Donc c'est vrai qu'à vitesse réelle, c'est pas flagrant. Après, quand on voit la VAR. Oui, mais après, juste avant, il y a eu la tête de Balerdi sur la transversale aussi. Donc, tu vois, c'est compliqué aussi de tout analyser au même moment, tu vois. Mais oui, non. En tribune, je pense que vous êtes témoins. En tribune, on sait très bien que quand il y a une faute, on réagit très vite. On a la sensation que voilà, c'est quand il y a un tacle ou quand il y a une poussette ou une main, même s'il n'y a pas main, pour nous, il y a épaule, mais il y a main quand même. On est chauvin, on a un supporter. J'aimerais avoir l'avis de Félix, parce qu'il a l'air d'être remonté comme un coucou, comme il dit, par rapport à ça, comme nous tous d'ailleurs, comme je l'étais en début de live. Mais ensuite, je voudrais qu'on développe les erreurs redondantes, justement, et avoir l'avis d'Auré par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'il y a quand même quelque chose à développer par rapport à Pablo Longoria qui commence à montrer le nez à la fenêtre par rapport maintenant à son siège qu'il a obtenu à la LFP. Voilà, Félix, ton avis, je sais que tu as pas mal de choses à dire. Ouais, salut les gars, donc tout à l'heure, j'ai pas pu dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à Mathieu, bonsoir Greg, salut à tous, bonsoir à Kevin, et bonsoir bien sûr à l'équipe. Mais voilà, donc déjà, un premier point, les gars, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de la notation des arbitres. Il faut savoir qu'à chaque fois donc, qu'un arbitre fait appel à la VAR, ça veut dire que lui n'est pas apte sur le direct à prendre la bonne décision et c'est noté en négatif. Il perd des points. C'est ce qui s'est passé juste avant la Coupe du Monde, quand il y avait des arbitres français. C'est stupide. Déjà, le problème de cette VAR, là, c'est que tu peux pas être jugé parti dans une affaire.
Et là, avec la VAR, en fait, ça a bien été expliqué tout à l'heure. En fait, la VAR ne peut pas prendre la décision et ne peut pas interpeller l'arbitre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'arbitre, en fait, eh ben, soit il est contre, soit il n'a pas vu, soit il n'a pas envie, la VAR, elle a beau dire, oh mon poteau, là, il y a quelque chose, va voir. Non, je verrai plus tard. Ben, même si lui se prend des points en moins après le match, nous, il nous carre le match. Déjà, le point, déjà, que je trouve pas normal, cette règle de la Ligue, de la Fédération, j'arrive pas à comprendre. Déjà. Oui, c'est ce qu'on avait vu avec Turpin la dernière fois, sur le match contre le PSG. Tout à fait. Ben, en parlant de Turpin, lui, c'est soit il est sur le terrain, il nous carre, ou soit il est dans le camion. Qui avait dans le camion encore samedi soir? Alors là, non, c'était ni l'un ni l'autre. Là, c'était. Non, c'était comment il s'appelle l'autre là. On en a parlé en privé l'autre jour. Stéphane Lannoy. Voilà, ben, c'est bien. On ne demande pas des pro-OM, même pas des anti-OM pour autant non plus. Parce que vu que pour l'instant, on ne sait pas ce qui se dit entre la VAR, nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas ce qui se dit entre la VAR et l'arbitre sur le terrain. Déjà, pourquoi le camion est à Paris, déjà, alors que les matchs... D'ailleurs, c'est un problème, tu as raison. Je me permets juste, mais là, on protège surtout pas mal les instances en faisant ça aussi, en cachant tout ce qui peut se dire. Oui. On dit qu'on veut pas parce que c'est les joueurs qui vont mal parler. Non, faut arrêter le délire. Ils vont mal parler parce qu'il va y avoir des problèmes aussi. Greg, on a eu la preuve quand ça avait été lors du PSG. Est-ce que tu as vu l'attitude de Kimpembe quand il parle à l'arbitre? Oh, me touche pas, frère. Excusez-moi, j'avais l'impression d'être dans le film Les Secpas. Je suis désolé, mais bon, c'était ça, c'est terrible. Mais bon, et là, il y a eu quoi? Rappelez-moi ce qui s'est passé. Gros tacle de Kimpembe. Je parle à l'arbitre, on me touche pas, frère. Derrière, commission de discipline, qu'a eu Kimpembe, rien du tout. 0 match. Voilà. Alors, excusez-nous, mais attendez, et hier soir, je vais vous montrer une image quand même, hier soir, pour la vérification de la VAR, regardez bien. Sur la faute de Verratti, regardez qui est à côté de Monsieur Buc et Monsieur Santos qui essaye d'influencer. Est-ce que normalement, Monsieur Santos a le droit d'être là? Non. Voilà. Donc merci à Nabilou pour ces images. Il y a un truc qui pourrait être réalisable, et ça on n'y a jamais pensé, parce que malheureusement on sait très bien que, bon, là je parle dans le monde amateur, mais dans le monde professionnel c'est plus ou moins la même chose, les arbitres viennent de clubs. Automatiquement tu as toujours tu favorises. Quoi que tu veuilles dire, tu favoriseras toujours. Et ça, tu auras beau être le meilleur arbitre du monde, tu auras toujours un club favori. On va pas se mentir. Pourquoi on ne prend pas cette règle dans les 5 grands championnats européens de faire tourner justement les arbitres européens sur les autres championnats, différents championnats? C'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée. Personnellement, John avait pensé à ça, Greg. John avait pensé à la même chose que toi. John en avait parlé. Oui, mais le problème, c'est que tu as l'UEFA n'est pas là. J'en ai même parlé sur RMC, je les ai appelés et je leur avais évoqué l'idée, j'en avais discuté. Je t'avais écouté. Ouais, j'en avais discuté avec les intervenants d'RMC. Dans ce monde-là, chacun sa place. C'est malheureux, mais c'est un petit peu comme ça fonctionne. L'UEFA va s'occuper de tout ce qui est européen, donc les matchs de Coupe d'Europe, etc., Champions League, Europa League, etc. La France aura son pays à gérer. Tu verras un match anglais, ce ne sera pas de la même manière qu'en France. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du football, c'est que des fois on regarde des matchs européens où nous, club français, on se rend compte que contre un adversaire italien avec un arbitre anglais, les matchs sont plus intenses, c'est plus costaud, ça laisse jouer, c'est plus agréable. L'arbitre peut mettre du rythme. Et ça se voit pas qu'au football, je te le dis de suite. Moi qui ai l'habitude, qui fait depuis pas mal d'années la Champions Cup en rugby, c'est pas du tout le même arbitrage que en top 14. Voilà, pour te faire la comparaison. Et au foot, c'est pareil. Surtout, regardez la différence, les amis. Regardez la différence, excuse-moi Kevin, mais regardez la différence quand vous regardez un match de Première Ligue. Je sais pas si vous. Bah oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, regardez un peu la Première Ligue avec la VAR, l'utilisation qu'ils en font. Si vous regardez la VAR, comment elle est utilisée en Première Ligue et comment elle est utilisée en France en Ligue 1, ça n'a rien à voir. C'est hallucinant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la même techno dans deux championnats différents, mais c'est pas du tout utilisé pareil. C'est quand même dingue ça aussi. Pourtant la techno, une action comme ça. Un arbitre reste un arbitre. Un arbitre reste un arbitre. Une action comme ce week-end, je sais pas, ça va être anglais, c'est penalty. Par exemple. Non mais voilà, non mais après c'est la dureté du truc, mais après là-bas. Mais il peut y avoir carton rouge sur le joueur par contre. La différence qu'on a vue avec l'Angleterre, c'est que en Italie, oui. C'est ultra rapide, C'est ultra rapide, c'est-à-dire que le mec, on le voit, il met l'oreille comme ça, il met le doigt à l'oreille comme ça, et la décision, ils mettent pas 2 heures pour la prendre. Nous, des fois, à la VAR, il y avait 6-7 minutes d'arrêt de jeu. Où le mec, il partait voir le truc, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? En première ligue, on ne le voit jamais. Messieurs, on va essayer de synthétiser parce qu'on va essayer d'écouter, on va écouter justement là un petit peu
la colère, là il était en conférence de presse, l'avis d'Igor Tudor par rapport à la décision, par rapport à la VAR, c'est très très court. Alors évidemment, je vous ai mis que la partie où il y a la traductrice qui traduit ce qu'il vient de dire. À moins que, comme je le disais en début d'émission, je ne pense pas qu'on ait parmi nos auditeurs une grande majorité qui parle l'italien, donc c'est pour ça que vous allez entendre Igor Tudor avec une voix beaucoup plus aiguë, pas parce qu'il y avait quelqu'un qui le pinçait par-dessous, mais tout simplement parce qu'il venait de donner son opinion en italien, et vous avez la traductrice qui retranscrit Igor Tudor par rapport à la question qui lui est posée sur la VAR. On l'écoute, le coach de l'Olympique de Marseille. Pour moi, il y a pénalty et c'est un rouge net. Donc, je pense honnêtement que depuis l'introduction de la VAR, c'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vu. Donc, c'est honnêtement pas quelque chose d'acceptable ce soir et d'inexplicable. Le sujet, il est là. L'évolution tactique d'Igor Tudor en rapport à la première partie de saison. Ça a changé, que s'est-il passé? On le voit faire des choix tactiques, on l'a vu, il a sorti Matteo Guendouzi pour mettre à sa place Cengiz Under. Je vous propose, avant qu'on développe, d'écouter justement la réaction du coach de l'Olympique de Marseille par rapport à Matteo Guendouzi et sa sortie. C'est une question qui a été posée par un journaliste. Écoutez la réponse du coach olympien. Matteo, il a toujours joué cette saison. Je pense honnêtement qu'avec Chancel, c'est celui qui a le plus de temps de jeu au niveau de l'effectif. Après, c'est vrai qu'on voulait avoir un jeu un peu plus offensif. J'avais besoin d'un peu plus de force dans les jambes. Et donc, c'était un choix technique de mettre Under à sa place. On se faisait du souci en première partie de saison. On aimait le jeu d'Igor Tudor, mais on avait des doutes sur son côté tactique, où il n'avait pas de plan B, qu'il n'arrivait pas à rectifier le tir. Est-ce que vous sentez un changement? Les joueurs ont évolué depuis la Coupe du Monde, mais est-ce que vous ne sentez pas que le coach olympien a lui aussi grandi et évolué dans sa façon de gérer les rencontres? Je vous laisse le soin de commencer. Qui vous voulez? Tiens, au hasard, Monsieur Auré. Vas-y, on t'écoute. Écoute, très rapide, comme ça je laisse la place un peu à tout le monde, très rapide. Et évidemment que ça a évolué, parce qu'en fait, on se rend compte tout simplement que Igor Tudor, il avait besoin d'avoir une visu déjà de son effectif et de mettre sa stratégie en place. On sait très bien que ce que voulait faire Igor Tudor avec cette équipe, ça prend du temps et ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis en plus, les joueurs, eux, doivent comprendre le système de jeu, comment il veut jouer, et tout ça, ça s'assimile pas en quelques semaines. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça a évolué dans le bon sens, parce que rappelez-vous, en début de saison, où on se demandait, il y avait les histoires avec Gerson, les histoires avec Si, les nanas, il y a eu énormément d'histoires qui sont tombées dans la presse. Au final, on s'est dit, bon, on sait pas trop où ça va, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va exploser, tout ça, et au final, ça va bien dans le bon sens. Les joueurs ont compris le système d'Igor Tudor, sont mis au diapason, font les efforts qu'ils demandent, et au final, ça marche, donc bravo à lui. Bonsoir à tous. Bon, cette fois c'est la bonne. Bonsoir. Du coup, bien évidemment qu'il y a une remise en question sur les choix tactiques. Déjà, on le voit sur le rôle que par exemple a pris Under sur le couloir. C'est un joueur qui avait du mal à jouer de haut but. Mis à part son replacement, je parle de son poste arrière droit pour la Seclos, c'était un joueur qui avait du mal de haut but. Et au final, quand il jouait en numéro 10 à la place de Payet ou de Harit qui a été blessé, on s'est rendu compte que c'est un poste qu'il arrivait à affectionner, parce que dans ce registre-là, il arrivait à jouer en fait sur le long de la ligne de touche comme il avait l'habitude de faire. Donc en fait, je pense que Tudor a pris en compte la capacité de chaque joueur et a fait en sorte de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est quelque chose qui a évolué bien évidemment, et en plus de ça on se rend compte aussi que notamment le match précédent il a fait un changement tactique avec 4 défenseurs. Donc oui, il y a une évolution de Tudor, mais il y a aussi une évolution de l'équipe elle-même, parce qu'il commence à assimiler son plan de jeu, et Tudor s'est aussi adapté à son équipe. Je pense que en fait c'est dans les deux sens qu'il y a une vraie amélioration. La question que je posais, est-ce que vous vous sentez par rapport aux doutes qu'on pouvait avoir justement, notamment contre Tottenham, où on savait qu'en deuxième période, les Anglais allaient revenir avec d'autres intentions, on se disait mais il le savait, pourquoi n'a-t-il pas réagi? On se posait beaucoup de questions et on sentait que ça pouvait être limite et ça pouvait pêcher à ce niveau-là. Et là on voit en définitive que le coach de l'Olympique de Marseille, eh bien, par rapport à cette première partie de saison, a évolué. Mais est-ce que, j'ai envie de vous poser une question aussi, est-ce que justement cette Ligue des Champions
n'a-t-elle pas enrichi l'Olympique de Marseille et n'a pas servi de levier pour évoluer justement dans le bon sens? Des matchs que peut-être on aurait perdu en première partie de saison, qu'on a su gagner, ou des matchs qu'on aurait pu perdre, on n'a pas perdu. Est-ce que voilà, tous ces éléments, qui veut enchaîner, qui veut répondre, on va, vas-y Greg, tu lèves le doigt, comme à l'école, bravo, t'es discipliné, tu peux y aller. T'as vu ça un petit peu? Non, moi pour ma part, hein, moi qui suis coach, hein, ce que j'ai pu voir, alors j'ai été le premier à casser Tudor. Très sincèrement, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait, mais en fait, je l'avais pas compris surtout. Parce que tu regardes, pour moi, lui, il n'a pas trop évolué. C'est toute l'équipe qui a évolué, c'est pas lui. Lui, il est resté sur son plan de jeu. Son plan de jeu, il n'a pas bougé. Maintenant, il a eu un gros avantage, c'est que tu as eu la Coupe du Monde. Pendant 1 mois et demi, il a réentraîné ses mecs à l'italienne. Et là, tu as refait des guerriers. Parce qu'en Italie, c'est pas comme en France. Hein. Je peux te dire que physiquement, ça envoie de la patate. C'est exactement il n'a pas changé. Il n'a pas changé grand-chose, Tudor. Moi, j'ai pas vu de changement tactique par rapport au mois de novembre. Hein. C'est clair. Non, mais de la réactivité, Kevin. La réactivité du changement des joueurs, du replacement. C'est une chose qui avait manqué un petit peu contre Tottenham et qu'on a vu justement samedi soir contre Monaco. Je me permets de rebondir sur ce que dit Kevin. Excuse-moi, Kevin, désolé, je me permets de rebondir. Vas-y. Le changement tactique, en fait, ça va pas se passer que sur un 4-4-2. Ça va se faire sur le changement de position des joueurs pendant le match. Et là, on a vu un changement tactique, comme je disais. On a vu un under qui était sur le terrain, sur la feuille de match en 4-4-2, mais qui évoluait rarement dans l'axe du jeu. C'était pris en place par des under par des Rongier, par des Verretou, par des Guendouzi qui prenaient des positions différentes. Ce changement tactique s'est fait dans les positions et l'évolution du joueur. C'est pas simplement un 3-5-2 ou un 4-4-2. C'est ça en fait l'évolution de Tudor. C'est pour ça, il faut pas penser à des positions de base sur une feuille de match. Alors messieurs, c'est ça. Messieurs, on a... Vas-y. On a un fanzoneur qui vient d'arriver, qui fait partie de l'équipe de la fanzone, c'est notre ami Dalfi. Bonsoir Dalfi, comment vas-tu? Salut les gars, ça va, écoute. Ça fait plaisir de t'avoir. Moi je vais aller un peu à contre-courant dans le sens où oui, il s'adapte, il réagit vite, mais en début de championnat, il réagissait très vite aussi sur ces changements. Hein. Enfin, c'est les souvenirs que j'ai. Hein. Ces changements, ces modifications de tactique, il les faisait très très tôt dans les matchs, même en début de saison. Pour moi, la vraie différence qu'il y a, c'est vraiment que tout son effectif adhère au discours. Et c'est là où il y a une grosse différence en fait. C'est que pour moi, hein, à mon sens, c'est que voilà, physiquement, on a passé un cap. On est à un niveau physique qu'on n'avait pas au mois d'octobre-novembre. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile pour tenir ce que Tudor demande pendant 90 minutes. Ou du moins 45 minutes si tu loupes les 45 premières. Quoi. Ne pas oublier que la Ligue des Champions est une machine à laver. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Ça use beaucoup. Hein. Là, je le rejoins, c'est que ce mois de décembre, c'est physiquement que ça nous a fait du bien. Parce que j'avais cette crainte après cette Coupe d'Europe que physiquement on s'écroule. On bat Lyon, on bat Monaco, mais dans la difficulté quand même. On va vraiment les arracher les victoires, mais avec le cœur, pas avec les efforts physiques. On était vraiment fatigués, c'est dur, mentalement c'est difficile, et on va gagner ces matchs-là. Et c'est vrai que ce mois de décembre, ça nous a permis de pouvoir se régénérer un second souffle qui va nous permettre d'enchaîner jusqu'à la fin de saison. Et là, c'est là où je rejoins Greg. Après, tactiquement, non. Et c'est Dafi qui l'a dit. Collectivement, c'est fort. Ce que Tudor a fait collectivement, c'est très fort. Et c'est ce qui fait la force d'un entraîneur aujourd'hui, dans cette génération-là, qui veut que si le message passe, si les joueurs adhèrent, si les résultats suivent, automatiquement, il y a une confiance qui s'installe et donc tu gagnes tes matchs et tu es plus fort. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des joueurs moyens, comme Balerdi, par exemple, qu'on critiquait, moi le premier, hein, je trouve que Balerdi aujourd'hui est beaucoup plus, on a plus d'assurance que ce qu'on avait il y a quelques mois en arrière. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, hein. Mais Under également, Under pareil, Under c'est aujourd'hui un joueur qu'on voyait à 2 mois en arrière partir parce qu'on n'en pouvait plus. On se dit qu'est-ce qu'il faut encore là, et pourtant Under aujourd'hui est un titulaire, il fait ses matchs, il remplace très bien Klose, et je trouve que Tudor a injecté justement ça au groupe, et c'est pour ça que ça marche. Comment tu expliques ce changement de Cengiz Under, toi? C'est justement ce stage à Marbella, c'est ce mois de Coupe du Monde où il s'est remis en question, où Tudor lui a parlé, parce que c'est carrément le jour et la nuit là, c'est plus le même joueur. Under l'a très bien dit en conférence de presse avant le match de Lorient, je crois. Il répétait justement qu'il avait fait lui aussi, il avait été dans le négatif, un peu comme Gerson et Payet, mais qu'il s'était rendu compte que finalement, s'il voulait jouer, il fallait travailler.
Et Tudor, en fait, récompense les joueurs qui travaillent. C'est ça aussi le travail. À un moment donné, d'un joueur, la récompense de jouer le week-end. Parce que l'entraînement, on le fait tous, on est éducateur, on est joueur. Ça nous fait chier d'entraîner le soir quand il fait froid ou quand on. C'est le match qui est important. Et pour les joueurs de football, même si on gagne 3 semaines par mois, ben on a quand même envie de titulaire le week-end, c'est normal. Payet, par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il remoue son. Je connais pas l'expression, mais je pense qu'il boude actuellement de pas jouer. Il est rentré dans le collectif, mais intérieurement, je pense que c'est en train de bouillir et qu'il a envie de jouer. Actuellement, il déséquilibre l'effectif. C'est ça. Actuellement, il amène trop de déséquilibre. Ouais. C'est dans son état physique, c'est impossible. Les replacements défensifs, surtout un match contre Monaco. Bon, pareil, hein, j'aurais aimé le voir plus tôt. Hein, j'aurais aimé voir son apport offensif quand on poussait. Mais on l'a vu, hein, il est rentré. Alors forcément, il est capable de faire des choses exceptionnelles devant les cages. Mais on s'est repris des marées pendant les 10 dernières minutes. C'est vrai. Qu'on n'avait pas pris depuis la première mi-temps, quoi. Donc, je l'avais constaté Delphi contre Lens à domicile quand il est rentré avec Gerson. Et souvent, hein, contre Ajaccio c'était pareil, contre Nantes c'était pareil. Et c'est des matchs où quand Payet rentrait, automatiquement, on se mettait à subir. C'était impressionnant en fait. Mais c'est pas sa faute à lui parce que malheureusement, il rentre pas dans l'animation Tudor. C'est délicat pour un joueur comme ça. Tudor, on le décrit au début parce que personne ne le connaissait internationalement parlant. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment penchés sur le sujet, ils ont vu que la seule chose qu'il a gagnée, c'était une coupe en Croatie. Après, il a entraîné l'Elias Vérone, et il a entraîné, il a été l'adjoint de Pirlo à la Juventus. Donc, pour beaucoup de personnes qui préfèrent agir sur le moment, ils pensaient tous que c'était un coach en bois. En plus, vu son nom de famille, ben forcément, ils se sont fait un plaisir de le moquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur le premier match. Il a été sifflé. On a bien vu à l'heure actuelle. On a bien vu à l'heure actuelle que Igor Tudor s'est clairement imposé à la tête de l'Olympique de Marseille. Il a une vision du football qui est assez plaisante, qui va vers l'avant. C'est un jeu très offensif, ça va vite. Lui, c'est un ancien défenseur, donc forcément, quand il voit que l'OM se fait bouger toute une première mi-temps contre Monaco, ben forcément, il fait des changements. Il fait un changement d'ailleurs qui a été décisif, hein, on peut le dire. Hein, la sortie de Guendouzi a été décisive pour faire rentrer un 4e défenseur. Donc voilà, Igor Tudor, je vais pas en rajouter plus sur ce que vous avez dit, mais concrètement, il est rentré dans la tête de tous les Marseillais et il fait du très très bon taf et les joueurs se sentent bien. Bien sûr que les joueurs ont compris le système de Tudor, c'est une évidence. Mais il faudra m'expliquer comment ça se fait qu'un joueur comme Kolasinac, par exemple, qui est très 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 lent sur 30 ou 40 mètres, se fait rarement prendre de vitesse, qu'un joueur comme Under en début de saison, il se retrouve souvent face au jeu parce qu'il compte la ligne de but et plus parce qu'il est dos au jeu. C'est parce que je pense aussi que le système qu'a mis en place Tudor a évolué. Alors oui, les joueurs ont compris son système, mais je pense qu'aussi il s'est adapté aux joueurs qu'il a mis en place. Parce qu'on voyait bien quand il y avait Harit qui décrochait beaucoup, qui prenait le ballon, qui perçait les lignes balle au pied, et là on voit que le système a changé. Il n'y en a aucun qui joue à son poste, et c'est pas lui qui s'est adapté aux joueurs. Regarde il n'y en a aucun qui est sur toute l'équipe, sur les 10 joueurs qu'il y a sur le terrain, en fait, qui sont sur le terrain en effectif. Je crois qu'il y en a 7 qui ne sont pas à leur poste, ou 8 qui ne sont pas à leur poste. Alors regarde par exemple Under, tu mets qui pour le remplacer? Moi c'est ça que je veux voir aujourd'hui. Il n'a pas le choix. Non, mais quand je vois Under par exemple qui jouait numéro 10 à la place de Harit, parce que Under quand il a repris avant de jouer à la place de Jonathan Klaus, on est d'accord qu'il était au cœur du jeu. C'était lui qui faisait le pendant. Il était côté droit. Voilà. Mais pourquoi il est côté droit? Parce qu'en fait le système a évolué. Parce qu'en début de saison, Under était titulaire, il se retrouvait toujours des ballons dos au jeu. Et là en fait on le voit beaucoup plus décrocher, ce qui permet à Rongier, Veretout de prendre sa place au Guendouzi au cœur du jeu. Et en fait Under en décrochant permet de libérer l'espace au milieu de terrain. Je pense que Tudor a aussi pris en compte que ce joueur-là, dans le profil d'un joueur comme Harit, quand on le voyait qui prenait la place de Harit de temps en temps, il n'avait pas du tout le même jeu. Il n'arrivait pas à prendre le ballon dos au jeu, se tourner et jouer de l'avant. C'était un joueur qui avait besoin de se retrouver face à la ligne de but, de touche, et d'avoir le jeu face à lui. Et je pense que aussi Tudor a dû prendre en compte
certains aspects de certains joueurs pour les faire jouer. Comme je vois Kolasinac qui joue arrière gauche en début d'année. Alors oui, il a été blessé. Oui, c'est un joueur qui a eu du mal à revenir, mais c'est un joueur qui n'est pas rapide et je le vois rarement pris de vitesse parce que par rapport au système, il est toujours couvert par un autre joueur. Je pense qu'il a pris aussi en compte que ce joueur-là, dans la profondeur, c'était pas ça. Et je pense que c'est là où on voit peut-être le travail de Tudor. Hormis le fait que les joueurs ont pris en compte son système tactique, je pense qu'aussi il a fait aussi en fonction des joueurs qu'il avait. Voilà. Les infos, les brèves, on est parti avec tout de suite le temps d'arriver bien sûr à nos premières infos. Alors on va parler un petit peu de Mercato pour ce joueur Vitinha. L'OM ne fera pas Vitinha sauf retournement en situation incroyable. Braga ne veut pas négocier en dessous de la clause libératoire de 30 millions d'euros. Le club olympien va se tourner vers d'autres pistes. Voilà les dernières infos. Merci à Nabilou pour ces infos concernant Vitinha. D'autres infos concernant également les rumeurs de Jonathan Klaus qui pourrait partir vers l'Atlético de Madrid. Pas du tout. L'OM n'a aucune intention de se séparer de Jonathan Klaus cet hiver. Et en plus de ça, Jonathan Klaus le veut aussi. Il est olympien et il veut le rester. Parmi les départs, vous le savez, et parmi ce qu'on dit, Jordan Amavi, on va voir un petit peu de ses nouvelles aussi, à l'ancien Olympien, qui est toujours Olympien bien sûr au niveau factuel, n'ira finalement pas à Brest. Le latéral gauche va terminer sa saison à Retafe, où il est bien d'ailleurs visiblement en Espagne. Les soirées mascalientes, ça doit lui plaire. Voilà, on continue avec ses brèves. Et Pape Gueye, ça a été la surprise, qui a passé sa visite médicale avec le FC Séville avec succès. Il est prêté au club espagnol. Surpris que ce joueur soit parti, surtout qu'il était bien actuellement avec l'OM. Il va très certainement grandir pour nous revenir encore plus fort, on l'espère, la saison prochaine. Voilà, il n'y a plus de joueurs sénégalais, absolument. Et puis on va terminer avec l'info qu'on vous donne. Souligner son bon match, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On sait qu'on a un gardien numéro 2 qui a fait le taf. Il a été très bon, notamment c'est Ruben Blanco, qui sera, après sa très belle prestation face à Monaco, c'est donc Ruben Blanco qui sera en conférence de presse demain, notez bien l'horaire, 15h15, à la commanderie, en compagnie d'Igor Tudor, à un peu plus de 24 heures du déplacement. Ce se jouera à 19h au stade de la Beaujoire, face au FC Nantes. Voilà. Merci à tous, bonne soirée, portez-vous bien. Et puis notre devise, vous savez, quand on se quitte, allez l'OM, partout. Allez, l'OM. Et toujours. Ciao, ciao. Partout et toujours.